L'info sur Al24 News. Bonsoir à tous. Au sommaire de l'actualité de ce jeudi 26 décembre. Près de 15 mois de génocide à Gaza, la machine de guerre sioniste frappe de nouveau pour le 447e jour consécutif. Bilan de la journée, 38 martyrs et 137 blessés, parmi eux des journalistes et des médecins. 45 400 Palestiniens ont été tués par l'armée d'occupation depuis le 7 octobre 2023. Et puis cette même entité sioniste qui s'en prend de nouveau à un pays étranger souverain, un raid de l'armée d'occupation sur le Yémen fait au moins 3 martyrs. Crash d'un avion de ligne au Kazakhstan, drame qui a fait 38 morts. Une enquête pour déterminer les causes de l'incident est en cours. Enfin, conflit en Ukraine, la Russie affirme que la France a tenté d'entamer un dialogue avec Moscou dans le dos de Kiev. Madame, Monsieur, bonsoir. L'enclave palestinienne de Gaza sous le feu de l'armée d'occupation sioniste pour le 447e jour consécutif avec un bilan des victimes toujours en hausse. Il a atteint, en ce jeudi 26 décembre, les 45 399 martyrs et 107 940 blessés selon les autorités sanitaires de Gaza. L'armée d'occupation sioniste a commis 3 massacres au cours des dernières 24 heures dans différentes localités de l'enclave, faisant 38 martyrs et 137 blessés. Les mêmes sources ont indiqué qu'un grand nombre de victimes se trouvaient toujours piégées sous les décombres et sur les routes. Les forces d'occupation empêchant les ambulances et les équipes de la défense civile de leur porter secours. Et au moins 5 Palestiniens sont tombés en martyrs ce jeudi à l'aube. D'autres ont été blessés à la suite d'un bombardement par l'armée d'occupation sioniste de la zone d'Al-Sabra au sud de la ville de Gaza, selon l'agence palestinienne Wafa. L'artillerie de l'occupation sioniste a également repris ses bombardements sur les zones à l'est du village d'Al-Masdar, au sud-est du camp d'Al-Marazi. Et au moins 2 Palestiniens sont tombés en martyrs dans un bombardement de l'aviation de l'occupation sioniste contre diverses zones de la bande de Gaza. Selon l'agence Wafa toujours, une Palestinienne a été tuée après que les avions d'occupation sioniste ont bombardé un groupe de citoyens au centre du quartier de Nazla, à Jabalia au nord. Un autre Palestinien est tombé en martyr après qu'un drone a frappé la côte de la ville de Rafah, également au sud de la bande de Gaza. Dans le même temps, l'artillerie de l'armée d'occupation sioniste a tiré plusieurs obus en direction des tentes de déplacés dans la région de Al-Mawasi à Khan Younes, tandis que les avions d'occupation effectuaient un raid sur les environs de la boulangerie Abou Iskandar au nord de la ville de Gaza. Et les conditions de vie inhumaines imposées par l'entité sioniste aux centaines de milliers de réfugiés et de déplacés palestiniens à Gaza ont eu raison cette fois-ci de la vie de 3 nourrissons morts à cause du froid. Des basses températures enregistrées dans la bande de Gaza durant les dernières 48 heures. L'âge des 3 nouveau-nés que vous voyez à l'écran, martyrs, varie entre 4 et 21 jours selon les sources locales, notant que l'insécurité alimentaire dont sont victimes les mères palestiniennes dans la bande de Gaza a engendré de nouveaux cas de maladies chez plusieurs enfants. Nous sommes réveillés le matin pour découvrir que la petite s'était mordue la langue à cause du froid intense. Elle saignait. Nous l'avons emmenée à l'hôpital où un médecin l'a examinée.
Il a expliqué que son état était dû au froid et qu'il y avait plusieurs cas similaires. Il fait très froid dans la tente où nous vivons. Ma tente n'est pas habitable et mes enfants tombent toujours malades à cause du froid. 2 cas ont également été emmenés à l'hôpital. L'un d'eux était un bébé de 3 jours et l'autre avait moins d'1 mois. Tous 2 ont souffert d'une forte baisse de température et sont malheureusement décédés. Cela est dû au fait qu'ils vivent dans des tentes et qui n'offrent aucune protection contre le froid. La nuit, la température chute drastiquement et il n'y a aucun moyen de chauffage. Vous en parlez, tonton. Titre dans la catégorie des cibles privilégiées de l'armée d'occupation. Les journalistes ne sont pas loin de figurer parmi les victimes principales de ce génocide. L'entité sioniste a une nouvelle fois attenté à la vie de 5 d'entre eux alors qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions. Des crimes qui tombent sous le coup du droit international humanitaire. Asma Laïd. Ça suffit, tuez-nous avec une bombe nucléaire pour que nous puissions nous reposer en paix. Nous avons perdu nos proches, j'ai perdu mon fils unique. Ça suffit. Le génocide se poursuit à Gaza. Informer a rarement été aussi compliqué et dangereux pour les journalistes couvrant le génocide qui se déroule au vu et au su de tous. Informer est devenu une mission impossible à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Ce jeudi à l'aube, devant l'hôpital Al-Aouda, dans le camp de réfugiés de Nusayrat, 5 journalistes palestiniens sont tombés en martyrs à la suite du bombardement par un avion des forces d'occupation sionistes d'un fourgon de télévision qui a été stationné devant l'hôpital. L'occupation a ciblé 5 journalistes à la fois. Il s'agissait d'une volonté claire de faire taire la parole et l'image à Gaza. Nous avons été surpris à l'aube de constater que le véhicule derrière nous, appartenant à la chaîne Al-Quds Today et utilisé pour la diffusion directe par satellite, a été pris pour cible. Les avions ont directement visé 5 de nos collègues de la chaîne Al-Quds Today qui sont tombés en martyrs. Le bourreau sioniste cible des journalistes pour commettre un génocide à huis clos. Le syndicat des journalistes palestiniens a fermement condamné jeudi le massacre commis par l'occupation sioniste en proie à des agressions barbares génocidaires depuis plus d'une année, le qualifiant de crime de guerre. Pour sa part, le Centre palestinien de protection des journalistes a indiqué que les forces d'occupation sionistes continuaient de commettre délibérément des crimes de guerre systématiques contre les journalistes dans la bande de Gaza où elles mènent une sauvage agression. La mort en martyr de ces 5 journalistes porte à plus de 190 les professionnels des médias tombés en martyr depuis le début des agressions sionistes contre la bande de Gaza en octobre 2023, ce qui reflète l'ampleur du ciblage prémédité auquel les journalistes palestiniens sont exposés. Et l'hôpital Al-Ahli Al-Arabi de Gaza enregistre une forte augmentation du nombre de blessés palestiniens, dont un grand nombre de cas graves en raison de l'escalade des agressions sionistes contre la ville et la province du Nord, en particulier dans le sud et le nord de Jabalia. Dans une déclaration à la radio Saoud Palestine, le directeur de l'établissement Fadl Naïm a indiqué que la plupart des cas qui arrivent à l'hôpital souffrent de blessures graves, ce qui augmente les défis dans un contexte de pénurie grave de fournitures médicales de base et certains médicaments essentiels. L'escalade sioniste en Palestine touche également la Cisjordanie occupée. Des centaines de Palestiniens ont marché derrière les corps sans vie des martyrs tués lors d'un raid de l'armée d'occupation dans le camp de Tulkaram. Khawla Ali Abdullah Abdou, 53 ans, et Bara Khalid Hussein, âgé de 30 ans, font partie des victimes. Des meurtres ont été commis dans le quartier. Il a été le théâtre de raids et d'affrontements. Nous étions à l'intérieur de la maison en famille. Les filles étaient à l'intérieur avec nous, mais le missile, le drone et les éclats d'obus qui ont frappé le quartier les ont tués.
Elles ont été tuées à l'intérieur de la maison, les 2 martyrs, ma nièce Bara et notre voisine Khawla. Il y a des raids répétés régulièrement. Nous les voyons dans les camps et quoi qu'ils fassent, nous sommes inébranlables et nous ne partirons pas. L'armée israélienne détruit les infrastructures, les réseaux d'égouts, d'eau, d'électricité et de communication. Elle a détruit des bâtiments résidentiels et les habitants du camp, y compris les femmes et les enfants, ne sont pas vraiment en sécurité. Les forces d'occupation ont pris pour cible des femmes qui étaient en sécurité chez elles. Et alors que le monde s'apprête à accueillir une nouvelle année, la Palestine sombre dans l'oubli. La vie à Gaza semble se figer dans le temps, un temps marqué par les crimes quotidiens commis par l'entité sioniste dans l'impunité la plus totale. Naïla Hamouda. Alors que le monde se prépare à échanger leurs vœux de bonne santé et de bonheur pour la nouvelle année 2025, à Gaza, ces moments prennent toute une autre signification. Ici, la vie quotidienne est marquée par des massacres sionistes. Les habitants n'ont jamais connu de répit, de sécurité et de trêve, même pendant les moments les plus sacrés. Pendant que d'autres prient pour des cadeaux et des repas en famille, les habitants de Gaza, eux, terminent l'année 2024 au milieu des décombres de la guerre la plus meurtrière. Leurs souhaits pour la nouvelle année sont réduits au minimum vital, rester en vie. Et que les combats cessent pour qu'ils puissent retourner chez eux et reconstruire leurs maisons et les vies qui étaient les leurs. Ils espèrent ne pas perdre encore leurs proches sous les bombardements. Comme ici à Khan Younes, Dima Nasser, cette jeune femme, espère que les Gazaouis pourront accéder à l'aide internationale. Je suis de Gaza, je vis à Khan Younes, nous n'avons rien. Au cours de la nouvelle année, j'espère qu'elle sera meilleure. J'espère avoir de l'aide pour m'occuper de tous les étudiants ici. Je dis à chaque étudiant, ne perdez jamais espoir, faites attention à tout. J'espère que le monde pourra nous aider à écrire et à lire afin de donner sens à la vie, mon avenir et mes rêves. Des rêves brisés, des souhaits qui n'auront peut-être jamais le temps de se réaliser pour les Palestiniens qui vivent leurs pires moments ici. Certains reçoivent des cadeaux. Le Père Noël semble avoir oublié les Palestiniens de Gaza, pour qui il n'y a pas de miracle en ces périodes de fête. L'entité sioniste en a décidé autrement pour eux. Et d'ailleurs, ils ont passé tout un ramadan sous les bombes en guise de cadeau de l'Aïd et se sont réveillés sur les lambeaux de chair de leurs enfants. 2025 offrira-t-il un semblant d'espoir aux Palestiniens? La question reste posée. Situation en Syrie, les besoins humanitaires sur le terrain sont immenses. Comme vous pouvez le voir sur ces images, 50 tonnes de fournitures médicales affrétées par l'Organisation mondiale de la santé sont arrivées à l'aéroport de Istanbul en Turquie avant d'être acheminées par camion jusqu'à la Syrie via le poste frontalier turc de la province voisine de Hatay. Il s'agit avant tout, selon l'OMS, de kits de traumatologie et de chirurgie qui permettront aux médecins syriens d'effectuer des milliers d'opérations chirurgicales sur place. Cette cargaison contient 50 tonnes de fournitures humanitaires données par l'aide de l'Union européenne. Il s'agit principalement de kits de traumatologie et de chirurgie qui permettront aux médecins syriens d'effectuer des milliers d'opérations chirurgicales et de soigner les patients blessés. Au cours des 14 dernières années, la Syrie a connu une guerre qui a dévasté le pays et l'ensemble du système de santé. Près de la moitié des hôpitaux syriens ne sont pas en état de fonctionner. L'OMS s'efforcera toujours de fournir le moyen le plus efficace de soutenir les Syriens, où qu'ils vivaient avant le 8 décembre, où qu'ils vivent aujourd'hui, où qu'ils prévoient de vivre plus tard. Je vous en parlais également en titre. L'aviation de guerre sioniste a lancé ce jeudi un raid sur l'aéroport international de Sanaa. Raid qui ont endommagé la tour de contrôle et des avions selon des médias locaux.
Le bilan provisoire affiche 3 morts. Les frappes ont visé la piste principale de l'aéroport, la tour de contrôle et les avions de l'aéroport international de Sanaa. Des images diffusées par des médias que vous pouvez voir sur l'écran montrent des incendies et des dégâts à l'aéroport. Les mêmes sources font également état de frappes aériennes sionistes visant la ville portuaire de Al-Hodeïda. L'actualité africaine juste après ça. Nous entamons cette page africaine à partir de l'Algérie où le président algérien Abdelmejid Tebboune a décidé des mesures de grâce présidentielle et des mesures d'apaisement au profit de 2471 détenus selon un communiqué publié mercredi par la présidence de la République algérienne. Les mesures en question englobent plusieurs catégories. La 32e édition de la foire de la production nationale se poursuit en Algérie. Zoom ce soir sur les industries militaires, considérées comme l'une des locomotives du renouveau industriel en Algérie grâce aux nombreuses réalisations à mettre à l'actif du ministère de la Défense qui expose fièrement les fruits de son labeur au niveau de son stand à la FPA. Reportage signé Safouane Ben Sabri. La 32e édition de la foire de la production algérienne a été l'occasion pour les producteurs nationaux d'exposer leurs produits. Le pavillon du ministère de la Défense nationale, doté de plusieurs stands, a permis de mettre en exergue les dernières productions de l'industrie militaire nationale. Plusieurs secteurs sont couverts par l'activité industrielle, économique, commerciale d'entreprises étatiques, à l'instar de l'établissement de construction mécanique de Khenchla qui a exhibé au grand public plusieurs modèles d'armes et qui mise par ailleurs sur une coopération avec le secteur privé. L'établissement participe à cette édition de la foire de la production algérienne, à l'instar de sa participation aux éditions précédentes, pour présenter notre gamme de produits qui rentrent dans le cadre de notre vocation principale, à savoir la production d'armement au profit de l'armée nationale populaire et les différentes institutions paramilitaires. Aussi, on voulait focaliser sur les services techniques réalisés au profit des établissements publics et privés. Couvrant une large palette de secteurs d'activité, le pavillon du ministère de la Défense nationale a accueilli le stand de l'établissement de construction et réparation navale dont la maison mère se trouve à Oran et qui a présenté ses dernières productions telles que les unités de sauvetage, dont la production s'élève à 13 unités depuis 2017. S'ajoute à cela le projet d'un navire de 100 mètres en cours de développement. Il y a quelques projets qui ont été concrétisés tels que la production d'unités de sauvetage de 20 mètres dont nous avons réussi à produire 13 unités depuis 2017 à aujourd'hui. À l'avenir, il y aura aussi un projet de navire de 100 mètres. Grâce aux instructions du Haut Commandement militaire de l'Armée nationale populaire et son attention permanente portée au développement de nos moyens, notre établissement a pu bénéficier d'investissements très importants. L'établissement de réalisation industrielle surnommé Saliana en hommage à sa localisation dans la wilaya de Batna, lui se spécialise dans la fabrication de munitions petit calibre, d'engins explosifs et pyrotechniques. La participation de l'établissement à cette édition est considérée comme une opportunité précieuse pour une communication directe avec les opérateurs et l'ouverture de nouvelles perspectives pour la coopération et les partenariats fructueux. Dans cette édition, nous avons exposé de nouvelles productions telles que des bombes lacrymogènes. Le pavillon du ministère de la Défense s'est distingué par plusieurs stands couvrant des besoins militaires divers et variés, allant des caméras de surveillance aux drones militaires, une large gamme de produits d'équipement témoignant de l'étendue de la palette de production. Et avant de poursuivre l'actualité africaine, cette information de dernière minute, le président algérien Abdelmejid Tebboune présente ses condoléances à son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev à la suite du crash de l'avion de ligne qui a fait, je le rappelle, un bilan provisoire de 38 morts parmi plus d'une soixantaine de passagers. La base militaire française de Faya au Tchad a été rétrocédée, terme utilisé par les autorités tchadiennes ce jeudi 26 décembre à l'armée tchadienne, justement, moins d'un mois après l'annonce de la suspension de l'accord militaire entre Paris et N'Djamena.
a annoncé l'état-major tchadien dans un communiqué transmis à l'agence France Presse. L'état-major des armées tiendra à informer l'opinion sur les futurs désengagements de la base d'Abéché. Et N'Djamena ajoute le communiqué en question. Dévasté par le cyclone Chido, l'archipel de Mayotte vit ses heures les plus sombres alors que la France se retrouve elle aussi dans l'œil du cyclone suite à une situation catastrophique qui règne depuis plusieurs jours déjà. 436 personnes au total, dont 23 étrangers, sont arrivés hier à Anjouan, aux Comores, en provenance de Mayotte. L'initiative mise en place par la préfecture de Mayotte sert à faciliter le départ vers les Comores de toutes les personnes désirant quitter l'île après le cyclone Chido qui l'a ravagé le 14 décembre dernier. Selon les autorités françaises, les arrivants à Anjouan décrivent un climat chaotique à Mayotte où tout manque malgré le temps qui passe. Et c'est justement de Mayotte et de la France que nous allons parler ce soir dans l'invité du 19h, dans un tout petit instant. La France donc et son nouveau gouvernement qui prennent de plein fouet la colère populaire en Outre-mer mais aussi en métropole. Le blocage institutionnel qui a coûté à Emmanuel Macron une motion de censure n'a fait qu'éloigner l'Élysée des aspirations politiques exprimées par les Français dans les urnes. François Bayrou, nouveau Premier ministre, a dévoilé cette semaine la composition de son nouvel ancien gouvernement dans lequel l'on retrouve plusieurs revenants. Nous en parlons ce soir avec vous, Bedisred Nissa. Vous êtes expert en questions internationales et géopolitiques. Bienvenue. Bonsoir Khaldin Blatache et merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Le plaisir est partagé bien entendu, Bedisred Nissa. Nous allons commencer de Mayotte où les déboires du gouvernement français ne font qu'augmenter. Une situation, nous l'avons vu, catastrophique qui règne sur l'archipel depuis le 14 décembre, date à laquelle a frappé ce cyclone Chido, faisant des centaines, voire des milliers de morts, des centaines et des milliers de morts que le Premier ministre François Bayrou a considéré comme un bilan surévalué. Il parle tout simplement de quelques dizaines de morts à Mayotte. Tout à fait, je pense qu'on prélude, on pourrait commencer par effectivement le drame qui s'est produit en tout cas à Mayotte et qui est censé, sauf preuve du contraire, être un territoire de la France. Exactement. Sauf qu'il s'avère qu'aujourd'hui, ça a mis à nu justement cette politique française ségrégationniste. Rappelons que ni le Premier ministre ne s'est déplacé, le Président de la République lui-même a daigné, a pris du temps pour tergiverser et puis se rendre sur place pour d'ailleurs provoquer la population, pour leur dire que vous êtes... En tenant des propos... provocateurs, en leur disant que vous devez être fiers d'appartenir à la France, mais quelle France? Une France qui les délaisse, une France qui les ségrègue, mais surtout une France qui les marginalise aujourd'hui face à un drame qui se trame là-bas. C'est des drames humains, comme vous l'avez dit. Les chiffres d'ailleurs ne sont pas clairs pour la bonne et simple raison qu'il n'y a ni de service d'état civil proprement dit, des bidonvilles à foison, donc on a l'impression de décors de favelas. Il s'avère que c'est encore une fois le territoire français. Donc je pense que c'est un bel exemple symptomatique effectivement de cette politique française, notamment vis-à-vis de ces territoires d'outre-mer, notamment les dom-toms, mais aussi surtout de la fébrilité, notamment de l'approche elle-même de gouvernement, notamment Bayrou, mais également de l'échec politique de la France et à sa tête son président Emmanuel Macron, vis-à-vis de ces adversités, je dirais, et diversité aussi, puisqu'il y a aussi, on peut évoquer le contenant de ce nouveau gouvernement, où c'est un peu la montagne qui a accouché d'une souris. Mais Mayotte, aujourd'hui, capte les attentions, capte aussi le fait que par d'autres pays, notamment, où la France a démontré qu'effectivement, elle ne pouvait pas, encore une fois, dans une équité, une justice, notamment de traitement, gérer des drames comme ceux qui se trament. Faut-il rappeler peut-être au passage, à toute fin utile, que la majorité de cette population est une majorité musulmane. Exactement, merci de le rappeler. Bedisred Nissa, Manuel Valls, Elisabeth Borne, François Rebsamen ou encore Darmanin, bien d'autres composent ce nouveau gouvernement français, gouvernement François
Bayrou, lui-même un revenant. Quel message au demeurant, Badis Renissa, Emmanuel Macron envoie-t-il aux Français, mais aussi à l'Europe et au monde entier? Du surplace, du statu quo. Je pourrais peut-être reciter cette fameuse citation de Charles de Gaulle qui disait comment pouvez-vous gouverner un pays qui a plus de 258 fromages? On peut dire aujourd'hui comment pouvez-vous gouverner un pays qui change de Premier ministre tous les 3 mois? Oui. Il s'avère que 2024 a connu 4 premiers ministres. C'est symptomatique là aussi de cette fébrilité, cette fragilité, mais surtout cette dangerosité de la situation. Il y a eu beaucoup de cycles de dialogue, notamment en vain, puisque la LFI, à titre d'exemple, n'a même pas voulu y participer, puisqu'elle savait pertinemment que c'était je dirais, des manœuvres dilatoires, mais surtout aussi que le gouvernement était déjà préétabli. Hein. Il y avait une liste qui circulait depuis 2 semaines, et d'ailleurs qui a 90% à l'identique de celle connue et révélée. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, là aussi, il y a une espèce de volatilité mélangée à une espèce de désinvolture politique, notamment d'un président hors sol, d'un président qui ne daigne même pas d'écouter son peuple, puisque vous l'avez rappelé en prélude tout à l'heure, les législatives ont donné un signal fort, notamment avec cette nouvelle alliance de la NFP, qui effectivement est sortie vainqueur de ces élections, même si on dénote qu'elle n'obtient pas la majorité. Et c'est là où aussi d'ailleurs peut-être l'erreur de ce président, c'est qu'il opère via un prisme de lecture politique arithmétique et non pas une politique stratégique. Je m'explique, c'est-à-dire tout le monde aujourd'hui est à la quête de la majorité au sein du Parlement. Un Parlement que je signale est là aussi encore une fois ingouvernable. Ce gouvernement effectivement n'est pas à l'image des attentes des Français, n'est pas à l'image ou reflète du moins la démocratie qui s'est exprimée à travers les urnes. Je dirais même que c'est un gouvernement de droite extrême qui est surveillé par l'extrême droite. Vous voyez. Donc, et c'est là où le bas blesse, je dirais. Et c'est là aussi, je pense, qu'on est encore une énième fois rentré dans un cycle d'ingouvernabilité, un cycle de fragilité aussi, puisque, rappelons-le, la France aujourd'hui n'a pas de budget. La France opère et gère son budget et ses finances à travers des dispositions exceptionnelles notamment, mais qui sont temporaires, qui sont censées être temporaires. Le Parlement français n'ait pas pu voter justement. Absolument. Donc, budget. Attendons le 4 janvier pour cette fameuse politique générale, mais entre deux, on peut d'ores et déjà entreapercevoir cette motion de censure qui est comme une épée de Damoclès au-dessus de ce gouvernement, qui encore une fois est un gouvernement en CDD. Alors, illustration de ce que vous appelez statu quo en France en ce qui concerne le gouvernement, la nomination d'un certain Manuel Valls à l'outre-mer, au moment où justement cette outre-mer traverse l'une des pires crises de son histoire avec ce cyclone Chido. Manuel Valls, personnage du moins controversé, qui s'est un peu perdu en politique, qui s'est présenté à la mairie de Barcelone avant de tenter de briguer un mandat de député en France par la suite. Là aussi, quel message envoie Emmanuel Macron aux Français en nommant Manuel Valls à l'outre-mer? Écoutez, la nomination de Valls, d'abord, Valls est une persona non grata, politiquement parlant, puisque vous l'avez rappelé à juste titre, c'est quelqu'un qui a perdu sa boussole politique, à l'image d'ailleurs même du gouvernement et de la France aujourd'hui, en matière de gestion et d'échec politique, notamment d'Emmanuel Macron. Mais surtout aussi, Manuel Valls est quelqu'un qui est tellement volatile que lui-même ne sait plus où il est. D'ailleurs, quand on l'a interrogé sur cette question, il avait dit « je suis un membre du gouvernement ». Donc, alors que vis-à-vis de cela, Bayrou avait prétendu cette nomination pour refléter peut-être ou représenter la branche socialiste notamment. Or, il s'avère que dès 2016, rappelez-vous, il s'est désolidarisé avec son échec et sa défaite face à Benoît Hamon lors des primaires des socialistes. Et d'ailleurs, au lieu de soutenir son adversaire en tant que, je dirais, bon collègue et surtout avec un esprit d'équipe, il a préféré soutenir Emmanuel Macron en 2017 lors des élections présidentielles. C'est pour vous dire qu'effectivement, il est à l'image justement de cette fragilité, notamment de la politique gouvernementale, mais surtout de mode de gouvernance de la France. Manuel Valls, faut-il rappeler aussi, qui a été, je cite, honorifiquement nommé comme ministre d'État, au même titre que Borne, au même titre que Retailleau, ministre de l'Intérieur avec toutes ces provocations, et également Gérald Darmanin. Bon, c'est pour vous dire qu'effectivement là aussi, il y a peut-être des messages forts à donner.
certes, c'est des ministères régaliens pour certains, mais c'est aussi pour peut-être jeter de l'huile sur le feu et dire qu'effectivement, ce sont des ministres qui ont, je dirais, patte blanche, et notamment avec un Retailleau qui avec sa loi de l'immigration, et qui continue avec même en s'attaquant, en faisant de l'Algérie un fonds de commerce notamment, pour du braconnage électoral, notamment sur les accords de 68, et d'autres aspects. Donc, Valls, et au même titre que d'autres ministres, on peut citer Rebsamen et d'autres, ce sont du recyclage politique qui ne répond pas, encore une fois, à une demande latente, une demande pressante, mais surtout une demande qui évolue sur une crête. Une crête, puisque j'ai expliqué tout à l'heure, cette dangerosité aussi peut être incarnée au-delà des considérations politiques et cette motion de censure qui pend au-dessus de la tête de justement ce gouvernement, mais aussi peut-être une vacance de pouvoir exécutif, donc un gouvernement statu quo qui ne peut gérer que les affaires courantes, mais surtout aussi une vacance, pourquoi pas, de pouvoir, je dirais, du président, puisque beaucoup demandent la tête d'Emmanuel Macron, notamment, puisque aujourd'hui on est rentré dans une spirale inquiétante, d'inquiétude, d'incertitude, mais sortie de dangerosité, comme j'ai expliqué. Justement, Badis Khanissa, vous l'avez rappelé, la France a tenté de détourner les regards sur cette fuite en avant politique qui règne au pays depuis pratiquement plusieurs mois, en s'attaquant tout simplement frontalement à l'Algérie, avant que cet épisode du cyclone Chido vienne rattraper Emmanuel Macron, son gouvernement et la France par rapport à la réalité. Ces élections législatives, malgré tout, ont connu un vainqueur, c'est le nouveau Front populaire. Comment expliquer aujourd'hui ce déni de démocratie d'Emmanuel Macron qui refuse de mettre à Matignon un Premier ministre issu de cette coalition qui, je le rappelle, a remporté les élections? Alors, écoutez, vous avez évoqué un mot très fort qui est effectivement, qui est très symptomatique, qui reflète un peu ce qui se passe, c'est le déni. Mais c'est un déni conjugué à de l'entêtement politique, notamment de la part d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est peut-être droit dans ses bottes, mais peut-être trop d'ailleurs, beaucoup trop pour une démocratie qui est censée être exemplaire, qui est censée donne être des le leçons à berceau. tout le monde. Effectivement, qui plus est. Donc aujourd'hui, il a du mal à écouter le peuple français tout simplement, qu'il soit du NFP ou même de l'extrême droite, ou même d'ailleurs, les urnes se sont exprimées. Il s'avère que le NFP est censé être, ou du moins représenter le plus gros contingent, notamment dans ce gouvernement, et pourquoi pas d'ailleurs, en nommant un Premier ministre de cette branche. Or, il s'avère que c'est quelqu'un qui est dans le déni, c'est quelqu'un qui est d'ailleurs dans je dirais, l'audace provocante, puisqu'il ne cesse de provoquer. D'ailleurs, il a été interpellé récemment sur je ne sais quel média phare français. Il avait évoqué cette phrase qui, pour moi, reflète, je dirais, brillamment un peu son personnage, où il dit « Je suis un président incompris ». Alors, très bien. Donc, c'est-à-dire que c'est le président qui a tout compris, mais que le peuple n'a rien compris. Il s'avère qu'aussi, ça dépasse les frontières françaises, puisque aussi, la France, aujourd'hui, est de plus en plus isolée, notamment sur certains aspects de droits humains, sur certains aspects notamment, ne serait-ce que de démocratie, puisque cela fait tâche, notamment au sein de l'Union européenne, qui a besoin, aujourd'hui plus que jamais, avec l'émergence et l'élection de Donald Trump, notamment, qui a déjà mis en ligne de mire l'Union européenne. Il s'avère que la France, aujourd'hui, est reléguée un peu dans une espèce de mauvais élèves, notamment, et surtout sur l'aspect de sa gestion, et surtout de sa consolidation, de sa stabilité politique. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, toutes les réponses entreprises et les actions menées par ce président prennent un mur à 300 km/h, il s'avère. Donc, attendons de voir, notamment le 4 janvier, comme j'ai expliqué, mais encore une fois, ce déni, cet entêtement, mais surtout cette provocation innée chez un président, rappelons-le, qui n'a jamais été élu, c'est quelqu'un qui est hors sol, c'est quelqu'un qui n'a jamais connu effectivement la base, le socle citoyen dans lequel il aurait pu peut-être s'imprégner notamment pour pouvoir apercevoir, mais surtout, je dirais, planifier les perspectives et les attentes du peuple. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, il est dans sa tour d'ivoire, bien loin, trop loin même, de sa base populaire. Et c'est une base populaire qui est comme une bombe à retardement aujourd'hui, qui peut être implosée à tout moment, notamment à travers des manifestations, à travers des événements qui peuvent être tragiques. Badis Khanissa, déni de démocratie chez soi, mais également déni de démocratie à l'international. La France qui a choisi de tourner le dos au droit international, notamment celui prononcé par la Cour pénale internationale avec ses mandats d'arrêt émis à l'encontre de Benjamin Netanyahou, chef du gouvernement sioniste, et de son ancien
ministre de la Défense, en refusant tout simplement de faire respecter le droit international. Là aussi, comment expliquer ces messages plutôt incompris envoyés à la communauté internationale par la France, qui s'est longtemps faite chantre du droit international? Absolument. D'ailleurs, la France a démontré qu'au-delà de l'incompréhension de cette décision, c'est aussi une décision non stratégique. Dans une France qui est de plus en plus isolée, comme j'expliquais, sur l'échiquier international, notamment en matière de diplomatie. Je peux aussi énumérer quelques échecs à l'international sur la politique africaine, où il y a la France est vomie, la France est marginalisée, la France est même chassée. Elle perd pied également dans l'outre-mer. Absolument, absolument. La Nouvelle-Calédonie. Avec la crise de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, tout à fait. Et ça a un effet de contagion notamment, puisque ce que n'a pas compris la France et à cet Emmanuel Macron, c'est que les peuples aspirent à s'affranchir notamment du diktat, quel qu'il soit d'ailleurs, de toute nature qu'il soit. Et surtout qu'ils aspirent à une équité notamment de développement, à un affranchissement par rapport à leur souveraineté de décision politique. Et je pense, depuis quelques années déjà, mais surtout aggravé depuis les 2 mandats d'Emmanuel Macron, où il y a cette approche assez hautaine, assez provocatrice notamment, mais surtout assez ségrégationniste à l'égard notamment de l'Afrique, pour en citer que l'Afrique. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la France n'a plus de boussole diplomatique. Beaucoup d'ailleurs de témoignages, notamment au sein même du corps diplomatique français, qui déplorent cette situation, notamment où les actions ou les décisions sont prises un peu au dépourvu, mais surtout sont prises sans réflexion profonde. C'est ce qui ne caractérise pas la France d'un certain temps, notamment, qui avait quand même une certaine approche de calcul et d'intérêt notamment commun. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, c'est une France en roue libre, et vous l'avez évoqué à ce propos, avec cette décision incompréhensible, mais surtout une décision dangereuse, notamment qui va à l'encontre du droit international. Je rappelle que la France est membre permanent du Conseil de sécurité. Quel message donner, notamment pour un membre permanent qui est censé être exemplaire, mais également qui Absolument. institue la fameuse Cour pénale internationale. Elle est censée être le garant, justement, de la mise en place et du respect du droit international. Il s'avère qu'elle en va à l'encontre. Donc c'est une dichotomie diplomatique dans laquelle il n'y a aucune issue, notamment, ou de perspective positive, puisque, encore une fois, les décisions ne sont pas prises via des calculs ou d'intérêts, notamment stratégiques, mais plutôt via des lobbies stratégiques qui imposent, bien évidemment, puisque vous l'avez rappelé, et je rappelle l'Algérie en tant que membre observateur du Conseil de sécurité, est un membre actif, est un membre qui, au lendemain de son élection, avait donné un signal très fort pour dire que l'Algérie ne fera pas de la figuration. L'Algérie sera un membre acteur, actif, et elle l'a démontré à travers ne serait-ce que le génocide en Palestine, mais d'autres aussi, notamment pour le Sahara occidental. En tout cas, toutes les causes justes qui touchent notamment le droit humain. Et nous le rappelons, l'Algérie qui prendra la présidence tournante du Conseil de sécurité au mois de janvier prochain. Badis Rednissa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été l'invité du 19h. Je rappelle que vous êtes expert en questions géopolitiques et internationales. Merci à vous, je vous en prie. Et retour sur ces images, je vous en parlais tantôt, choc et qui ont fait le tour du monde depuis le Kazakhstan. Il s'agit en l'occurrence de cet avion de ligne qui s'est crashé hier dans l'ouest du pays. Le personnel du service d'urgence azerbaïdjanais rend visite à des blessés dans un hôpital kazakh et se rend sur le site du crash. 67 personnes étaient à bord de l'avion de ligne de l'Azerbaïdjan Airlines. 38 victimes ont pour le moment été annoncées dans un premier bilan. Une enquête pour éclaircir les causes de la catastrophe a été lancée. Et suite à cet événement tragique, l'aéroport de Bakou est en deuil. Personnel et passagers ont observé une minute de silence en mémoire des victimes de l'accident de l'avion au Kazakhstan. Ceux-ci ont également déposé des fleurs sur un mémorial mis en place à l'entrée de l'aéroport suite à cette tragédie. L'Azerbaïdjan a décrété une journée de deuil national après l'accident de l'avion de ligne au Kazakhstan qui a fait, on l'appelle encore une fois, 38 morts. Et parmi les passagers victimes de ce crash, 16 Russes ayant été blessés ont pu regagner la Russie. Un avion du ministère des situations d'urgence s'est chargé de les rapatrier suite à l'incident qui a fait, je le rappelle, encore une fois 38 morts parmi 67 passagers.
Et nous restons en Russie, mais pour parler du conflit en Ukraine, cette fois-ci, Moscou affirme par le biais de son chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, que la France a cherché à établir avec la Russie un dialogue sur la question ukrainienne sans impliquer Kiev, à l'heure où l'hypothèse de négociation de paix est sans cesse évoquée. Inhina Al-Makassi. L'Occident fait-il face à un dilemme géopolitique concernant l'Ukraine? L'Occident va-t-il négocier la paix sans Zelensky? Si, dans le discours jusque-là et depuis le début de l'opération militaire russe en Ukraine, l'Occident a montré un soutien sans faille à l'Ukraine et à Zelensky, entre livraison d'armes, sanctions contre Moscou et déclarations assassines contre Poutine et son exécutif. La guerre en Ukraine est celle de l'Occident, a affirmé le bloc. La guerre en Ukraine a bouleversé l'échiquier géopolitique mondial, entraînant des conséquences non négligeables pour l'Occident. Et devant l'étau qui se resserre, il semble bien que certains pays occidentaux veuillent faire cavalier seul. Après les USA de Donald Trump, c'est au tour de la France de vouloir négocier sans Zelensky. Je n'entrerai pas dans les détails pour ne pas décevoir qui que ce soit, mais à plusieurs reprises, nos collègues français ont lancé des appels par le biais de canaux confidentiels. Laissez-nous aider, établissons un dialogue sur la question ukrainienne, disait-il. D'ailleurs, sans l'Ukraine. Simplement un dialogue sur la question ukrainienne, en violation de ce que l'Occident ne cesse de répéter. Pas un mot sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Nous ne disons pas non. Nous n'avons pas refusé. Nous sommes prêts à écouter. Ces déclarations choquent du chef de la diplomatie russe, qui d'ailleurs ne manque pas de second degré quant à ce pas de deux que Paris joue avec le président ukrainien revêt bien des enjeux. Cela dit, ce n'est pas la première fois que l'Occident lâche un poulain en fin de mission. Nul besoin de donner des exemples tant l'histoire en regorge. Cette volte-face occidentale devant les conséquences subies de plein fouet par plusieurs alliés de l'Ukraine laisse paraître un autre aspect du déclin de l'Occident qui ne regarde plus dans la même direction et tous ensemble, et confirme que dans ce dossier, le rapport de force est en faveur de la Russie. Autres accusations provenant de Russie, elles visent cette fois-ci l'Ukraine. Moscou pointe du doigt les services de sécurité ukrainiens qu'elle accuse d'être à l'origine d'une série d'incendies criminels et d'attentats à la bombe contre des banques, des bureaux de poste et des voitures de police dans tout le pays. C'est en effet ce qu'affirme Vadim Gaïdov, major général de la police russe, qui appelle à la vigilance. Direction la République de Corée, l'opposition a annoncé ce jeudi avoir déposé une motion de destitution à l'encontre du président par intérim, Han Duck-soo, marquant un nouvel épisode de la crise politique que vit le pays depuis quelques semaines déjà. L'opposition reproche à Han de refuser de pourvoir 3 sièges vacants à la Cour constitutionnelle qui doit, dans les 6 mois, valider ou invalider la destitution du président Yoon Suk-yeol, voté par les députés le 14 décembre dernier après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. Prime Minister of Republic of Korea. Yes. La première chose qui me semble importante dans ce genre de catastrophe, c'est qu'il y a une sorte d'absence d'expertise totale en matière de gestion des foules. Allez, parlons tradition à présent. En Indonésie, des centaines de pêcheurs de la province d'Aceh organise le Kenduri Laut, un rituel censé marquer le 20e anniversaire du tsunami de 2004 qui a fait plus de 160 000 morts dans ce pays d'Asie du Sud-Est. Les pêcheurs embarquent, comme vous le voyez, sur un bateau de pêche en bois pour exécuter l'ensemble traditionnel d'Aceh, un rituel ancestral pratiqué par les anciens avant d'aller pêcher en mer, paraît-il. En tant que chef traditionnel des pêcheurs d'Aceh,
Nous organisons ce rassemblement rituel principalement pour préserver notre tradition et marquer le 20e anniversaire du tsunami, en priant et en faisant des dons aux orphelins et victimes du tsunami. Ce rituel est dirigé par le commandant des communautés de pêcheurs d'Aceh, rejoint par les pêcheurs locaux. Il vise à exprimer la gratitude de Dieu pour les bénédictions qu'il nous a accordées 20 ans après la catastrophe. Cette tradition a été préservée depuis nos ancêtres qui la pratiquaient avant d'aller pêcher en mer. En tant qu'habitants d'Aceh, nous devons donc perpétuer cette tradition. Tous les pêcheurs d'Aceh ont temporairement cessé de pêcher pour respecter l'anniversaire du tsunami. Cela fait donc 3 jours que nous ne pêchons plus. Le tsunami fait aussi partie de la mémoire collective de la Thaïlande. Des personnes en deuil se recueillaient devant le mur mémorial érigé pour se remémorer l'une des pires catastrophes naturelles du XXIe siècle. Et au Sri Lanka, l'Ocean Queen Express s'arrête à Peralia, à 90 km du sud de la capitale Colombo, pour marquer le moment où, le 16 décembre 2004, des wagons ont été emportés par la vague, faisant environ 1000 morts et plus de 35 000 personnes ont perdu la vie au Sri Lanka. Des cérémonies commencent dans toute l'Asie pour commémorer les 20 ans du tsunami, le plus meurtrier de l'histoire, qui a fait plus de 220 000 victimes au total. Direction l'Europe pour la dernière information du soir. Le marasme économique sur le vieux continent se fait ressentir, notamment en Grande-Bretagne, particulièrement cette période de fête de fin d'année où les rues commerçantes connaissent une affluence plutôt timide pour les soldes d'hiver. En effet, les emplettes à Oxford Street ne sont plus ce qu'elles étaient en raison notamment de la baisse du pouvoir d'achat des ménages. Oui, à cause du coût de la vie, les gens n'ont pas vraiment d'argent à dépenser, donc ils ne sortent pas vraiment pour acheter des choses, ou bien ils attendent peut-être 2 semaines plus tard pour bénéficier de nouvelles réductions de prix, alors ils pourront se le permettre. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y aurait beaucoup de monde aujourd'hui, beaucoup de gens se promenant et achetant beaucoup de choses. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas tant de monde dans le quartier. Je pense donc que beaucoup de gens sont conscients de leur mode de vie et du coût de la vie. Vous pouvez également le voir derrière nous. Voilà, nous arrivons donc au terme de ce 19h Info. Vous pouvez revoir ce programme sur nos différentes plateformes web. L'actualité continue sur Al24 News. Excellente soirée à tous.